Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer notre sixième épisode en C++. Et cette fois-ci, nous allons voir une notion qui est très importante en programmation moderne, qui est la notion de programmation orientée objet. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de toute la notion liée à la programmation orientée objet, comme la notion de classe, d'attribut, de méthode, d'objet. On a vu la notion d'encapsulation, d'héritage et de polymorphisme qui sont très importantes en programmation orientée objet. Ok. Donc dans cette vidéo, nous allons voir principalement la POO en C++ et nous aurons tous ces concepts-là, comment on les implémente en C++. Et en plus, nous aurons la notion de constructeur et de destructeur en C++. Ok. Donc, avant de commencer, je vais juste souligner ici une notion. Par exemple, ici, pourquoi j'ai utilisé le using namespace std ici. Vous voyez ici, la fonction code ici et l'instruction ici and line ici tout simplement se trouve dans la bibliothèque standard en C++, dans le nom d'espace standard qui est appelé std. Si je n'avais pas utilisé la clause using namespace std, j'étais obligé en fait pour les utiliser d'utiliser les deux points là. De faire comme ça pour accéder à ces éléments. Mais si je déclare le namespace ici std, ça m'évite à chaque fois de refaire cette notation en fait. Donc c'était juste une parenthèse. Donc pour créer, je vais créer ici une classe animale comme on a vu dans l'exemple précédent. Je vais l'utiliser comme ça sera plus facile à comprendre. Ok. Donc, je vais ici créer une classe animale, mais je ne vais pas le créer dans le même fichier ici. Comme ça, vous allez profiter de découvrir d'autres notions en C++. Je vais créer un fichier d'entête. Normalement, moi, je suis dans Visual Studio, mais c'est peut-être dans VS Code. C'est encore, je pense, vous allez juste créer le fichier. Je viens ici, j'affiche mon explorateur de solution. Et je fais un clic droit sur mon projet, ajouter ici un nouvel élément. Okay. Et je clique sur Header File. Je vais l'appeler ici Animal, car c'est là où je vais créer ma classe Animal. Okay. Et ici, le fichier est créé. J'ai ici un fichier animal.h, tout simplement. Ok, j'ai mon fichier POO qui contient la méthode main. Ok, donc vous voyez déjà, Visual Studio m'a ajouté la directive pragma once. Qu'est-ce que cela signifie? Si vous êtes familier avec le langage C, ou bien si c'est la première fois que vous travaillez en C++, au début, lorsqu'on déclare en C, ok, même en C++ c'est possible, ok, avant ou bien dans les anciennes versions, pour déclarer une fonction ou bien des structures dans un fichier séparé ou bien dans un fichier d'entête pour les utiliser dans votre programme, vous devriez utiliser les directives if and def. Ok, if and def, comme ça le nom de votre ok et le define principalement. Vous devrez donc utiliser ces trois directives ici pour éviter les erreurs lors de la compilation. Lorsque si le fichier que vous allez définir ici, par exemple moi j'ai la classe animale, je vais définir des fonctions spécifiques à la classe animale ici. Avant, les versions modernes de C++, je devais utiliser ces deux notions ici. Et si j'inclus ce fichier dans un autre fichier, dans un fichier C++ plusieurs fois, j'allais avoir en fait des erreurs. Et pour éviter ces erreurs-là, on devait utiliser les directives if, si la structure ou bien ma fonction n'est pas définie, je le définis simplement et puis je pouvais l'inclure facilement. Mais avec la version moderne de C++, on n'est plus obligé de faire tout ça. Ok, donc je peux enlever tout ça et le fait d'utiliser la directive pragma once ici gère tout ça à notre place. Donc je vais laisser ça comme ça. Ok, le pragma once ici c'est ok dans mon fichier d'entête.h. Pour déclarer une classe en C++, on utilise juste le mot-clé ici, classe, et puis on précise le nom de la classe. Okay, moi, ma classe s'appelle animal et j'ouvre les accolades et on ferme avec le point virgule ici à la fin. Donc là, j'ai déclaré une classe animale
dans mon fichier d'entête ici. Ok, donc actuellement j'ai pas encore mis d'attribut ni de méthode. On va voir pourquoi. Ok, donc si je déclare une classe ici, pour utiliser cette classe dans mon code, je viens dans mon fichier .cpp ici, je ferme ça. Okay. Pour utiliser cette classe, je dois tout simplement ici inclure le fichier d'entête. J'utilise ici le include, j'ouvre les guillemets ici et je dis ici animal. Ok, j'inclus ce fichier là et à partir de là, je peux créer un objet de la classe animal. Ok, comme ça, je vais l'appeler Rex par exemple. Ok, donc là, j'ai créé un objet de la classe animal. Donc, on a vu comment on déclare une classe en C++ et comment on crée un objet de la classe. On va voir après si on a des constructeurs, que ça peut changer un peu la syntaxe ici. Donc là, j'ai créé un objet de la classe animal. On a dit en POO, le nom, le terme classe, c'est juste notre modèle de base. Ok. Actuellement, j'ai pas d'attributs dans ma classe. Du coup, c'est pourquoi je ne veux pas les appeler ici. On va voir tout ça. Donc, avant de créer les attributs et les méthodes, il y a ce qu'on appelle des modificateurs d'accès en C++ qui sont utilisés surtout principalement pour la notion d'encapsulation. Ok, ça nous permet de définir des objets, des attributs ou bien des méthodes qui ne seront accessibles qu'à un certain niveau. Ok, nous allons voir tous ces niveaux dans cette vidéo. Ok, supposons par exemple que moi, quels sont les attributs et les mots-clés, les modificateurs d'accès qui sont utilisés dans la capsulation en C++. Nous avons le mot-clé private, ok, le mot-clé public ici, et le mot-clé protected. Ok, protected. Ok, je l'ai mal écrit. C'est ça. Donc, on utilise principalement ces trois mots-clés pour déclarer un attribut ou bien une méthode dans une classe. Et ça va spécifier son niveau d'accès. Supposons par exemple, si je veux que le nom soit accessible partout dans le programme. Je vais donc utiliser le mot-clé ou bien le modificateur public ici en C++. On met le point comme ça et on passe à la ligne. On décrit ici notre propriété tout simplement. Moi, je veux qu'un animal ait comme attribut premièrement un nom. Donc, le nom, c'est une chaîne. J'utilise ici le string, tout simplement, et j'appelle nom. Donc, actuellement, le nom est un attribut qui est public. Donc, cet attribut-là peut être accessible n'importe où je vais inclure la classe animal ici. Ok, le string ici se trouve dans l'espace des noms standards. Donc, je dois ici utiliser le using namespace, sinon j'aurai des erreurs std. Ok, comme ça. Ou je devrais tout simplement ici mettre std2.string. Et donc, pour éviter ces erreurs-là, j'inclus l'espace de nos standards et le problème est réglé. Donc actuellement, pour accéder, puisque l'attribut nom est public, je peux l'accéder n'importe où dans mon code. Ici, par exemple, si je fais ici rex.nom, je vois que je peux accéder à l'attribut nom ici. Ok, on se trouve de string dans la classe animal dans le fichier animal.h ici. Ok, parce que c'est public. Si j'avais mis ici protected, private plutôt, je le fais ici private, je l'ai écrit private, ça signifie que cet attribut ne sera accessible qu'à l'intérieur de la classe, seulement dans les méthodes que je vais définir dans cette classe ou bien les constructeurs. En dehors de ces deux accolades, l'attribut nom n'est plus accessible si je le définis comme étant public. Si je viens dans mon fichier PO, ici je fais encore Rex point, vous voyez, on me suggère absolument rien parce que l'attribut n'est plus accessible. Donc ça, c'est la notion d'encapsulation pour définir ce niveau d'accès aux attributs et aux méthodes, tout simplement. Ok, je reviens ici. Supposons le nom, je la laisse comme étant ici private. Mais maintenant, je dois inclure un mécanisme qui va me permettre de soit modifier le nom ou bien de récupérer le nom à l'extérieur de la fonction. C'est là que nous avons les accesseurs et les modificateurs, tout simplement.
Donc, je vais utiliser ici encore le public. Par contre, les accessoires sont publics. Comme ça, je peux les accéder, utiliser n'importe où dans mon code. Pour le mot-clé protected, on va le voir lorsqu'on va voir la notion d'héritage ici. Donc, j'utilise la convention de nommage. Donc, premièrement, pour modifier un accessoire, c'est le get. J'utilise le mot-clé get pour récupérer le nom. Le nom étant une chaîne, donc ça va me renvoyer une chaîne, un string, et j'utilise le mot-clé get pour la convention de nommage et le nom de l'attribut, c'est nom ici, get nom, ok? Et j'ouvre ça, les accolades, je peux même pas besoin de les ouvrir, et je fais tout simplement ici un return, le nom, ok? L'attribut nom est un modificateur d'accès private ici, je peux donc l'accéder directement à l'intérieur de la classe ici, c'est seulement ça. Donc, par contre, la méthode getNom est accessible partout dans mon programme puisque j'ai utilisé le mot-clé public ici. Ça serait aussi intéressant que j'ajoute aussi une autre méthode qui va me permettre de récupérer tout simplement de modifier plutôt le nom. Et ça, c'est un void. Ça ne renvoie rien. Ok, et j'utilise le mot-clé set, ok, pour un accessoire. Et j'utilise le nom de l'attribut, cet nom. Par contre, celui-ci va prendre un nom, ok, il prend un nom. Je vois ça. Et ce que je fais, je vais stocker le nom qui sera passé en paramètre dans la variable nom. Mais puisque j'ai utilisé ici le même nom que le nom de la variable pour éviter les problèmes de confusion, parce que ça c'est une variable locale à cette fonction, et moi je fais référence à la variable de classe ici qui est le nom. J'utilise le mot-clé this ici, le point. Le nom, ok, que sera égal à nom. Donc, le fait d'utiliser le mot-clé this me donne accès aux attributs de la classe, tout simplement. Ok, aux membres de la classe, pas seulement aux attributs, les attributs et les fonctions y inclus. Donc, je vais ici, le this.nom, ça fait référence à l'attribut ici, et je vais lui donner le nom qui sera passé ici en paramètre. Donc, c'est ça. Donc, en plus de ça, supposons que moi, un animal, a une méthode par exemple a un nom, mais il peut aussi avoir une autre chose, donc dormir. Un animal peut dormir par exemple. Je vais dire ici void dormir et je fais ça, ok, et je fais juste un affichage ici, code, le nom de l'animal ici, un peu pour l'affichage, dort, comme ça. Ok, et je fais le handline. Je laisse ça. Donc, si j'appelle la méthode dormir, on m'affiche le nom de l'animal, on me dit qu'il dort. Donc, qu'est-ce qu'on a? J'ai une classe animale, j'ai défini un attribut private qui est nom ici, et qui est seulement accessible via la méthode getNom qui va me l'envoyer, qui est public. Et ok, et on peut aussi le modifier en utilisant la méthode setNom ici. Ok, donc ça c'est la notion d'encapsulation. On peut utiliser le modificateur d'accès pour définir accéder aux attributs. Donc actuellement, si je reviens dans ma classe ici, POO, j'ai créé un objet de la classe animal. Là, on a vu la notion d'attribut de méthode et l'objet que je viens de créer ici. Et je fais ceci, break ce point, j'ai accès à la méthode dormir, getNom et setNom parce que ces méthodes sont publiques. Tout simplement, l'animal s'appelle Rex, par exemple, et je peux appeler, par exemple, la méthode dormir ici. Ok. Comme ça, si je lance l'exécution, et vous allez voir ici que Rex dort. Ok, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Je ferme ceci. Donc j'ai créé un objet de la classe animale, j'ai modifié ok, le Rex et le dormir. Maintenant que nous avons vu la notion d'encapsulation, nous allons passer à la notion d'héritage qui est très important. Supposons par exemple, comme on l'avait dit dans la vidéo précédente sur la POO, la notion d'héritage va nous permettre de créer des classes qui vont hériter de la classe animale ou bien de notre modèle de base.
sans avoir à redéfinir les attributs et les fonctions qui sont déjà définis ou bien pour bénéficier aux fonctions qui sont définies. Et nous allons procéder de voir la notion de protected ici. Supposons que moi ici, je vais créer une classe que je vais appeler chien. Je vais créer ici classe chien, c'est un animal là, ok, juste comme ça. Donc là, j'ai créé une classe chien. Cette classe n'a aucun lien, une relation avec la classe animale qui est ici pour le moment. Mais moi, je veux qu'un chien. Un chien est un animal, il aura aussi un nom, mais il pourra aussi un chien dort aussi également. Mais je veux, donc qu'est-ce que je fais? Je vais donc hériter de la classe, je vais créer la classe chien plutôt, va hériter de la classe animale pour bénéficier de la méthode, de l'attribut nom et toutes les autres méthodes qui sont définies ici. Ok. Maintenant, si je fais ici deux points, ici pour définir l'héritage, j'utilise deux points et je spécifie le nom de la classe héritée. Mais avant, il y a ce qu'on appelle le type d'héritage. Il y a trois types d'héritage en fonction de ces mots-clés qui sont ici. Premièrement, j'utilise le mot-clé public et je mets animal. Ok, comme ça. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Donc, si j'utilise le mot-clé public, ça signifie que tous les attributs qui sont, qui sont définis comme étant public et protected dans la classe animale seront aussi accessibles de façon publique ou bien protected, tous public dans la classe chien, tout simplement. Ok, qu'est-ce que cela signifie? Par exemple, ici j'utilise, c'est le premier type. Là, si je laisse le public chien seulement ici, et que je viens dans la classe main ici, je vais créer par exemple un objet chien que je vais l'appeler peut-être Tom. Ok, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Si je mets Tom point, vous voyez, j'ai les méthodes dormir, getNom et setNom parce que ces attributs sont publics dans la classe animale. Ici, ok, c'est ça. Et si par contre j'utilise le mot-clé private ici, qu'est-ce qui va se passer? Tous les attributs qui sont private, qui sont protected et public dans la classe animale, la classe parent, ils seront private dans la classe chien. Donc dans ce cas, ils ne seront accessibles qu'à l'intérieur de la classe ici. Donc ici, si je fais Tom, vous voyez, j'ai absolument plus accès à ces attributs parce que j'ai mis private. Ok. Et si même chose, si je déclare comme étant ici protected, ça signifie que les attributs qui sont publics, ok, ou bien private dans la classe animale seront protected dans la classe chien, tout simplement. Ok. Ça signifie qu'ils ne seront accessibles que dans la classe qui hériteront de la classe chien. Ok. Du coup, donc ici dans mon cas, je vais spécifier le mot-clé public. Ok. Pour que les attributs qui sont public et protected dans la classe animale soient ou bien protected et private, gardent leur attribut directement, que ce soit public tout simplement ici dans la classe chien. Cette accessibilité ici, c'est ça. Donc, on a vu si je définis un attribut ou une méthode, un membre plutôt de façon private, tout simplement, il ne sera accessible qu'à l'intérieur de la fonction ici. Si je déclare le membre comme étant public, il sera accessible partout dans le programme. Et si je déclare cet attribut comme étant protected, en C++, eh bien, il sera accessible à l'intérieur de la classe animale, mais aussi à toute classe qui va hériter de la classe animale. Ok. Prenons le champ nom. Si je viens dans la classe ici animale, disons, actuellement la classe chien hérite de la classe animale. Donc là, j'aurai accès aux méthodes getNom, setNom et dormir également. Mais peut-être que ça serait intéressant d'ajouter quelque chose qui est spécifique à un chien, par exemple, comme la méthode aboyer. Ok, le chien aboie. Je vais faire ça comme étant applique toujours l'accesseur, le modificateur d'accès plutôt. Et je fais ici un void
un chien aboie. Et si je fais ça, je reviens ici et je fais ici un code. Je mets ici, je fais ici le nom. Comme vous voyez, regardez ce qui va se passer. Actuellement, l'attribut nom, si je fais ici un 10 points, vous voyez, j'ai la méthode aboyer, la méthode dormir, get nom et set nom, mais j'ai pas accès à l'attribut nom en tant que tel ici parce que c'est private. Si je l'avais déclaré comme étant protected, ici, si je suis dans cette classe, je fais maintenant ça, j'ai accès au nom tout simplement ici parce que maintenant c'est protected. Ok, mais bon, je vais pas ce comportement. Donc vous retenez juste que si vous déclarez un membre comme étant protected, ces membres seront accessibles dans les classes qui vont hériter de cette classe. Je reviens ici et je le laisse comme étant private. Ok, comme ça. Et je fais ceci, this.getNow. Okay. This.getNow, je repère le nom de l'attribut là, tout simplement, et je vais afficher ici aboie. Ok, je prends deux points pour afficher un peu, peut-être des ouf. Ok, et un peu comme ça. Ok, donc parfait. Donc un chien hérite de la classe animale. Okay, donc il a accès à l'attribut nom ici via ces méthodes, les accesseurs et les accesseurs et les modificateurs, tout simplement. Ok, et il a aussi un truc qui est spécifique à lui. Ok, comme la méthode ici aboyer. Donc maintenant, si je viens dans ma classe ici chien, j'ai créé chien Tom. Je vais maintenant faire un set nom. Ok. Et je vais dire que le chien, lui, il s'appelle Tom. Ok, un truc comme ça. Et je peux faire ceci, Tom point. Ok, aboyer. Ok, et ça va fonctionner. Je lance l'exécution et vous voyez ici, Rex dort, Tom aboie. Ok, c'est à peu près ça. Donc par contre ici, si je viens dans la classe animale, je ne peux pas utiliser l'attribut aboyer, la méthode aboyer, parce qu'elle n'est pas définie dans la classe parent ici. Par contre, puisque c'est la classe chien qui hérite de la classe animale, je peux accéder aux attributs de la classe animale, okay, qui sont accessibles publiquement depuis ici. Je vais faire la même chose, je vais créer une autre classe que je vais l'appeler chien, chat plutôt, peut-être chat comme ça, et ça va hériter aussi de la classe animale. Donc maintenant, si j'utilise le mot-clé public ici, vous comprenez ce que ça signifie. Il va hériter aussi de la classe animale. Qu'est-ce qui est spécifique à un chat? Je vais aussi définir peut-être un chat. Lui, il peut miauler, void. Miaule, ok, je fais comme ça. Et j'affiche aussi un code, tout simplement ici. Ok, get nom. Miaule, peut-être un truc comme ça. Ok, c'est comme ça que les chats font. Ok, donc j'ai la méthode miauler ici. Ok, sur la classe chat. Donc si je viens dans ma classe ici, je fais ceci, je crée un objet de la classe chat, je l'appelle Mia, peut-être comme ça. Je peux aussi faire ceci, point, et j'ai accès à la méthode dormir, getNow, setNow et la méthode miauler aussi. Je vais ici l'appeler le setNow, ok, et je vais le chat s'appelle Mia, peut-être comme ça. Je peux appeler ici Mia point, ok, dormir, un truc comme ça. Puis je peux aussi appeler le Mia.miauler, ok, pour le chat, un truc comme ça. Je lance l'exécution et vous voyez ici, ok, Mia dort, Mia miaule, ok, tout simplement. Donc ça fonctionne très bien. Donc c'est la notion d'héritage. On a vu la notion d'encapsulation, la notion d'héritage. Maintenant, nous allons voir une notion qui est très importante, la notion de polymorphisme.
qu'est-ce que cela signifie? Comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, avec une même commande, l'objet se comporte différemment. Ok? Et en C++, la notion de polymorphisme utilise le mot-clé virtual. Supposons, par exemple, actuellement, dans la classe chien, j'ai une méthode aboyer. Dans la classe chat, j'ai une méthode miauler. Mais tout ça, tu regardes bien, c'est la façon dont le chien parle. Quand un chien parle, il aboie. Quand un chat parle, il miaule. Ça serait intéressant que j'ai une méthode. Et puisque ces deux classes héritent de la classe animale, je pourrais définir ici une méthode tout simplement parler. Ok? En fonction de l'objet qu'il va appeler, si c'est le chien, il va aboyer, si c'est le chat, il va miauler. Et pour ça, qu'est-ce que je vais faire? J'utilise le mot-clé virtual pour définir cette méthode parler. C'est une méthode void, comme ça, qui ne renvoie rien tout simplement, et que void plutôt parler. Ok, chaque animal peut parler, mais en fonction de l'animal, soit si c'est un chien, il va aboyer, si c'est un chat, il va miauler. Et je fais comme ça. Donc pour définir, pour utiliser la notion de polymorphisme, on utilise le mot-clé virtual. Donc la méthode qui sera virtuelle ici sera tout simplement, on pourra le redéfinir dans les classes filles, ok, ici. Donc si une classe hérite d'une autre classe, la classe, on peut l'appeler dans la programmation orientée objet la classe fille, et la classe que c'est l'autre hérite, c'est la classe parent, tout simplement. Donc je copie tout ça, et je viens ici. Même si je ne suis pas obligé, hein, peut-être d'être spécifique à ce point, mais je peux tout simplement, je vais si enlever complètement ça. Pour le moment, je laisse juste ici l'animal fait un bruit, comme ça. Okay. L'animal fait un bruit. Je laisse juste ça. Actuellement, cette méthode est accessible si je l'appelle dans la classe n'importe quel autre objet ici. Par exemple, Mia. Je fais ici Mia peut accéder à la méthode parler. Actuellement, puisqu'elle est héritée de cette classe-là. Et si je lance l'exécution, un animal fait un bruit, ok? Mais ça sera intéressant que ici, je définis en fait le comportement en fonction de la classe. Maintenant ici, au lieu d'avoir une méthode aboyer, miauler, je vais tout simplement redéfinir la méthode parler en fonction de l'objet. Donc la classe chien aboyer, au lieu de déclarer la méthode aboyer, qui n'a aucune relation avec la classe animale, donc je vais utiliser la méthode parler qui est déjà là-bas. Ok, je vais utiliser ici parler. Ok, puisque je veux redéfinir la méthode parler ici, c'est de type pour la signature, c'est void parler de la méthode. Ok, donc je vais utiliser la signature ici et j'utilise le mot-clé override ici. Oh, j'ai mis comme ça. Donc c'est comme ça qu'on l'écrit. Si j'utilise le mot-clé ici, override, ça signifie tout simplement que j'ai redéfini la méthode parler qui se trouve dans la classe animale. C'est comme ça qu'on utilise la notion de polymorphisme. Je vais faire la même chose. Dans la classe chat aussi, au lieu d'utiliser miauler, c'est parler. Le chat parle seulement différemment. Et je vais utiliser ici le mot-clé override. Également ici, ça signifie que j'ai redéfini tout simplement la méthode parler qui est définie dans la classe animale, tout simplement ici. Okay, donc en fonction de l'objet qui appelle de la fonction, j'ai un résultat différent. C'est ce qu'on avait dit dans la vidéo précédente. Et maintenant, au lieu d'envoyer, je vais utiliser la méthode parler. Ok. Même chose. Okay. Et si je fais juste comme ça, vous voyez que c'est chat parler qui est avec la notation override qui est affichée ici. Et si je lance l'exécution, okay, j'ai ici Mia miaule, Mia miaule, miaou. Je l'ai affiché 2 fois parce que j'ai ici appelé encore la méthode parler tout simplement ici. Ok, c'est pourquoi je l'avais 2 fois.
Ok, Rex dort, c'est animal ici qu'on a appelé. Ok, Tom aboie, Mia dort et Mia miaule, tout simplement. Donc c'est la notion de polymorphisme. Okay. Maintenant, pour clôturer notre vidéo, nous allons voir la notion de constructeur et de destructeur. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Actuellement, quand je crée un objet, je ne suis pas obligé en fait de lui donner un nom. Okay. Donc ici, par exemple, pour la classe, je prends la classe chien ou même la classe animale ici. Si j'enlève ceci, j'enlève cette nom, je crée un objet de la classe animale. Et si j'appelle la méthode dormir, ici, Rex, qu'est-ce que ça fait? La méthode dormir, elle m'affiche le nom et dort. Mais si j'instancie ici la classe animale, je crée un objet de la classe animale, j'ai pas encore donné un nom, je lance l'exécution. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ici, juste dehors, j'ai pas encore défini de nom, mais moi, je veux pas ça. Je veux que chaque animal, dès que je crée un objet de la classe animale, je vais obliger l'utilisateur, ou bien celui qui crée l'objet, de donner un nom à l'animal. Chaque animal doit avoir un nom. Ok, c'est facile comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, dans la programmation orientée objet, je vais utiliser la notion de constructeur. Un constructeur, c'est juste une méthode qui n'a pas de type de retour et qui porte le nom de la classe. Cette méthode est appelée dès que je crée un objet de la classe. Ok? Dès que je crée un objet de la classe, la méthode est appelée automatiquement, ce constructeur. Comment on le définit? Déjà dans la partie public ici. Ok, c'est toujours public. Je fais ici, puisque ma classe s'appelle animal, le constructeur s'appelle tout simplement animal. Ok, j'ouvre les parenthèses et j'ouvre les accolades. Ok, ça signifie que maintenant, si je crée un animal, moi je veux que forcément je lui donne un nom. Ok, c'est comme ça. L'animal il prend un nom ici et moi ce nom là je vais le stocker directement dans mon attribut ici nom. Ok, donc après je n'ai plus besoin d'utiliser la classe set pour mettre le nom, je le ferai après quand j'en aurai besoin, une fois que j'aurai initialisé l'objet tout simplement. Ok, donc c'est ça. Actuellement si je reviens et j'ai créé un constructeur qui prend un nom, je reviens ici, vous voyez que j'ai déjà des erreurs parce que j'ai pas tout simplement. Donc quand je crée un animal, je dois forcément lui passer le nom et pour ça j'ouvre les parenthèses ici tout simplement et je donne un nom, c'est Rex, ok, qui est ici et ça va. Mais vous voyez ici, la classe Tom également a un problème. Puisque cette classe hérite de la classe animale, il faut que je fasse la même chose également. Okay? Donc je reviens ici dans ma classe animale, ok, pour ajouter aussi un constructeur sur mes autres classes qui sont ici. Pour la classe chien, je fais ceci, chien, ok, ce constructeur. Mais la seule différence qui va se poser ici, qu'est-ce qui se passe? Chien, il prend aussi, ok, un nom, ok, comme ça, et je peux faire ceci, ok, je pourrais faire this point, ainsi de suite, mais c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que dans chien, je veux, j'ai pas complété ici, non, ou comme ça. Si je passe le nom, je vais appeler tout simplement la classe parent ici, le constructeur de la classe parent animal ici, pour qu'il fasse cette affectation tout simplement. Pour cela, je mets juste un virgule ici et je mets le nom de la classe animal ici et je lui passe le nom qui sera passé par paramètre. Ça c'est une variable locale, je fais comme ça. Donc si je mets le deux points animal, il va tout simplement m'afficher ici il va affecter tout simplement le nom, ce nom, paramètre là, au constructeur de la classe principale ici. Je peux définir d'autres opérations ici si je veux. Pour le moment, je laisse ça comme ça. Juste mon constructeur que je vais laisser. Je fais la même chose pour la classe chat également.
Le constructeur s'appelle chat. Quand tu crées un chat, tu es obligé de spécifier aussi le nom. Et je vais appeler la classe animal et lui passer le nom que tu lui as passé et la tour jouée. Simplement. Okay. Donc c'est ça. Maintenant, si je reviens ici, quand j'instancie, je crée un objet de la classe animal, je suis aussi obligé de lui passer directement un nom. Ok? L'initialisation, cet homme. Donc je peux laisser ça, j'ai plus besoin de ça. Même chose, Mia, tu es un chat. Une chatte. Oh. Ok, Mia. Je ferme ça. Et c'est bon. Maintenant, après, dans le programme, si j'ai envie de changer ce nom-là, je peux tout simplement appeler la méthode setNom pour modifier le nom. Ok? Donc, c'est principalement ça. Je laisse ça et je lance l'exécution et tout fonctionne correctement. Ok? Je ferme. Donc, c'est principalement la notion de constructeur. Et ce qui est encore intéressant, regardez ici. Si dans mon constructeur de la classe animale, j'avais fait, je viens ici, si j'avais fait un affichage, ok, le code que je mettrai dans le constructeur ici, je fais ici, peut-être, vient d'être initialisé. Je fais ça, un truc comme ça. Donc, si je fais ça, à chaque fois que j'ai créé un objet de la classe animale, tout le code que j'aurai défini ici sera exécuté automatiquement dès l'initialisation, bien la création de l'objet. Qu'est-ce qui se passera donc? Je lance l'exécution et comme vous voyez, Rex vient d'être initialisé avant toutes les autres méthodes, avant que Rex dort, ok? Parce que dès que l'objet est créé, le code qui se trouve dans le constructeur est d'abord tout simplement exécuté, ok? Quand je crée la classe chien, ok? Avant même d'appeler la méthode parler ici, ok? Donc Tom vient d'être initialisé, puis Tom aboie. Mia vient d'être initialisé, puis Mia aboie. Donc, dès la création de l'objet, le constructeur est déjà appelé automatiquement. Ok. Maintenant, nous avons aussi la notion de destructeur qui fait l'inverse. Parce que si j'exécute le code, par exemple, après, quand je ferme le programme, les objets sont détruits dans la mémoire aussi. Donc, après la destruction de l'objet, je peux aussi exécuter un code. Ok? Je reviens. Pour cela, je vais créer ce qu'on appelle un destructeur. Ok? Je viens dans ma classe animale ici. Pour un constructeur, j'utilise tout simplement le mot-clé, le nom de la classe. Ok? Je vais le passer les paramètres si je veux. Pour un destructeur, j'utilise tout simplement le mot-clé tilde. Ok. Comment on le met ici? Ça doit être ça. Voilà, c'est ça. C'est ce mot-clé. Le tilde, je le nom de la classe comme ça. Ok. J'ouvre les paramètres et je fais ceci. Ok, c'est comme le constructeur ici, mais si j'ai pas besoin de lui donner des paramètres ici. Ok, donc c'est ça. Le code que je mettrai ici, peut-être ici au lieu de l'animal vient d'être initialisé. Ok, vient d'être tout simplement. Je vais essayer détruire comme le nom l'indique. Okay. Donc, à chaque fois qu'un objet de la classe animale sera détruit en mémoire, après son cycle de vie dans le programme, tout simplement, on va exécuter ce code. Je vous laisse écrire en commentaire dans quoi ça peut tout simplement servir. Comme vous le voyez, toutes les clauses détruire sont affichées ici. Après les exécutions, parce que c'est après, une fois que on a fait les opérations de la classe, qu'on ferme le programme, c'est pourquoi tout ce qu'on a mis dans la partie, dans le destructeur, vont être exécutés. Ok, parce que montre tout simplement que les objets sont détruits un à un, tout simplement ici. Donc c'est ça. Supposons par exemple que si vous avez ouvert un fichier, tout simplement, ok.
Une fois que si vous lisez dans un fichier, par exemple, une fois que vous avez terminé votre opération de lecture ou bien dans une base de données, vous pouvez tout simplement ajouter un destructeur et fermer le fichier, par exemple. Okay? Des trucs comme ça peut être utile. Donc, c'est à peu près comme ça la programmation orientée objet en C++. Je reviens ici. On a vu la notion de classe, d'attributs, de méthodes, d'objets, d'encapsulation, d'héritage, de polymorphisme et le constructeur et le destructeur. Mais je vais vous donner également aussi un bonus, une méthode que vous allez voir quelque part en fait. Je reviens ici et j'utilise le mot-clé inline. Ok, je viens ça. Vous voyez ici par exemple la méthode getNo. C'est une opération qui est très simple. Ok, donc ça serait intéressant si j'utilise le mot-clé inline ici, comme ça. Ok, au début de la méthode getNo, qu'est-ce qui se passe? Si je viens dans ma classe main ici, que je fais par exemple mia.getNo, comme ça. Donc là, une fois que le programme vient à ce niveau, ici, tout simplement, si je n'avais pas mis le inline ici, si j'avais laissé comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le code, quand il vient ici, le programme va simplement entrer dans la méthode getNo, ici, faire l'opération qui est définie à l'intérieur avant de passer aux instructions suivantes qui allaient venir. Mais si j'utilise ici le mot-clé inline ici, qu'est-ce qui va se passer? Quand le programme vient ici, il n'entre pas en fait dans la fonction. Ok, donc il va tout simplement exécuter le code à ce niveau qui est défini dans la fonction. Donc ça joue beaucoup en fait surtout côté performance. C'est le cas des programmes qui sont performants. Vous pouvez contrôler en fait l'exécution des fonctions simples, surtout en utilisant le mot-clé inline. Ok, les fonctions, on n'a pas besoin quand on vient ici de rentrer dans la fonction aussi en fait et perdre du temps ou bien engager plus de ressources. J'utilise juste le mot-clé inline et quand j'appelle la fonction, ok, on m'affiche le résultat tout simplement. Le code défini à l'intérieur est exécuté automatiquement là où j'ai appelé la fonction. C'est pourquoi on dit tout simplement ici inline. Donc, c'est tout ce qu'il faut retenir en programmation orientée objet, ok, en C++. J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, laissez un like et abonnez-vous. On se retrouve pour un nouvel épisode.